manœuvre de distraction ou pas, patient par fin d'homme, la mesure, ou du moins le cessez-le-feu décrété par le M23 divise sur place du côté de Goma entre ceux qui estiment aujourd'hui qu'il faudrait accorder une certaine crédibilité à cette démarche du M23 qui ne ferme visiblement pas les portes à d'éventuelles négociations avec Kinshasa, et ceux qui parlent d'une manœuvre de diversion, de distraction, parce que dans le fond, le M23, selon eux, a une mission bien précise, poursuivre son avancée du côté de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, et pourquoi pas poursuivre sa marche de libération vers Kinshasa. Quelle crédibilité donner à cet accord de cessez-le-feu, ou du moins à ce décret de cessez-le-feu pris par le M23? Je pense que nous sommes dans une situation assez difficile. Lors de la prise de Goma, on nous a parlé environ de 900 morts. Vous voyez que le bilan, il est énorme. Il donne froid au dos. Le bilan s'est alourdi jusqu'ici. Voilà. Si c'est alourdi, ça veut dire qu'en plus, c'est encore un peu plus préoccupant. Oui. Donc je pense que chaque fois qu'il y a une possibilité de faire taire les armes et de laisser parler la diplomatie et le dialogue, moi, j'aurai la faiblesse d'être dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut saisir toutes les opportunités pour pouvoir aller de l'avant dans le dialogue. Maintenant, est-ce que nous devons nous fier, est-ce que nous devons faire confiance à cette déclaration de M23? Oui. Ce qui est sûr, c'est que le M23, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas aussi autonome, libre que nous le pensons, puisque la question congolaise est devenue une question à la fois africaine et presque internationale. Toutes les opinions africaines sont braquées sur le Congo, toutes les opinions internationales sont aussi braquées sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, aux différents acteurs de faire preuve de sérieux, nous devons que les encourager d'aller dans ce sens-là pour dialoguer. Et la réunion qui est prévue au niveau de la Tanzanie, je crois, à Dar es Salaam, est la bienvenue, et j'espère que cette fois-ci, les différents acteurs clés de cette confrontation seront présents à Dar es Salaam pour vraiment enfin ouvrir la page de la négociation et du dialogue. Personne ne peut, de toute façon pas moi, ne peut souhaiter que les morts continuent de s'amonceler sur le sol congolais pour une guerre absurde, à la limite même stupide, mais qui est tout simplement la résultante de l'incurie, une fois de plus, des élites politiques congolaises qui, au lieu de travailler pour aider le peuple, pour être au service du peuple, se servent plutôt à partir de leur position, de leur posture de dirigeants, pour se faire plein de poches, pour s'enrichir de manière éhontée, en oubliant qu'il y a un peuple qui souffre vraiment énormément. Et ce sont ces situations-là qui créent forcément cette situation de conflit que nous constatons, bien qui peut donner des alibis aux acteurs, n'est-ce pas, qui sont en train de se mouvoir sur le sol congolais dans cette partie du pays. Oui, mais pas seulement dans cette partie du pays, un peu partout. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne chose. Je crois qu'il faut mettre par la terre, il faut que les pressions s'accentuent au niveau des différents acteurs pour obliger tout le monde à aller à la table de négociation. Mais est-ce une main tendue? Peut-on considérer ce cessez-le-feu comme une main tendue vis-à-vis de Kinshasa, patient par fin d'homme? Une main tendue du M23 qui, de son côté, ne ferme pas les portes à une éventuelle négociation avec les autorités congolaises. Je pense que c'était très compliqué pour... Même si on avance les raisons humanitaires aujourd'hui pour justifier le fait qu'il y ait une trêve tout de même pour permettre justement aux habitants de Goma de souffler un tout petit peu, mais de pouvoir notamment se ravitailler, l'acheminement de l'aide humanitaire et d'autres choses. Mais je crois que nous avons eu les réactions des différents acteurs. J'ai écouté Corneille Nangaa lui-même, j'ai écouté un certain nombre de populations, de représentants de la population de Goma et de cette zone-là. Je crois que la situation est très très critique, on ne peut pas le nier. Donc, et
Et on a même vu des pressions venues de là où on s'attendait le moins. Oui. Parce que quand vous avez l'Union européenne qui est décidée à prendre les sanctions contre les M23, les gens peuvent bien rigoler, mais c'est ça la réalité. De voir les pays comme l'Angleterre qui est décidée à prendre des sanctions, et même l'Allemagne contre le Rwanda. Donc, ces pays dont on disait qu'ils étaient comme que chemise, excusez-moi l'expression, avec le Rwanda, ce sont ces pays-là qui font pression maintenant sur le Rwanda pour arriver d'une autre manière à faire aussi pression sur le M23 pour arriver à un apaisement et à des négociations. Et là, vous allez certainement encore enrichir la panoplie des mouvements, des organisations qui continuent de faire pression et sur l'État congolais et sur le M23 et qui ont fait des propositions. C'est le cas par exemple de l'épiscopat congolais. De l'église catholique, qui, ou du moins de certains évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ du Congo, qui ont présenté ce lundi au président Félix Antoine Tshisekedi leur projet de réconciliation en République démocratique du Congo. Les deux églises ont pris l'initiative de concevoir ce projet de sortie de la crise et l'ont d'ailleurs présenté. On rappelle que les détails n'ont pas été dévoilés, mais on a l'impression aujourd'hui que l'Église catholique, ou du moins les acteurs religieux, comptent jouer un rôle majeur dans la résolution de ce conflit. Venant de l'Église catholique, la démarche est-elle pertinente, patient parfum d'homme, au regard de ce que la République démocratique du Congo représente en termes de fidèles catholiques à travers le monde entier? Oui, c'est l'un des pays avec le plus grand taux de chrétiens catholiques au monde. On ne peut pas l'oublier. Toutes les initiatives, d'où qu'elles viennent, à partir du moment où elles participent justement à pousser les deux belligérants à s'asseoir à une table de négociation, on ne peut pas commencer à mettre en doute la sincérité de ces acteurs. Il faut au contraire encourager justement ces différents acteurs, ces initiatives, n'est-ce pas, qui sont à l'initiative actuellement, de tout faire, de continuer de pousser pour que vraiment ce cauchemar avec son cortège de morts, de blessés, de déplacés, mais aussi de mutilés à vie, puisse rapidement prendre fin, parce que c'est un véritable cauchemar. Mais c'est aussi un appel à l'élite politique congolaise qui, une fois je vous le dis, est en responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. On a beau tourner l'affaire dans tous les sens, on constate qu'il y a une élite politique au Congo qui est d'une incurie, d'une irresponsabilité hors norme, et c'est elle qui est responsable en premier lieu de ce qui est en train d'arriver au peuple congolais. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne peuvent pas se dédouaner par rapport à ce qui est en train d'arriver. Leur responsabilité à engager, et à eux de prendre aussi les bonnes mesures pour que vraiment le petit peuple ne continue pas de souffrir.